15h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. À la une cet après-midi, il n'avait que 17 ans et il est mort lors d'une vente d'un survêtement à Valenton, conclu sur Internet. Un adolescent a été poignardé par un autre jeune homme venu en bande pour voler le survêtement et un autre a été blessé. La justice écarte pour le moment la piste d'une rixe et un mineur est placé en garde à vue. On fait le point sur cette affaire. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas tient les États-Unis, je cite, pour responsable de l'effusion de sang à Gaza alors que les Américains ont mis leur veto à une résolution de l'ONU pour un appel à un cessez-le-feu à Gaza. Sur place, la situation humanitaire continue de se dégrader. La COP28 à Dubaï n'est-elle qu'une mascarade? Le secrétaire général des pays exportateurs de pétrole a demandé que ses membres refusent tout accord qui ciblait les énergies fossiles. Elles sont pourtant responsables de l'essentiel du réchauffement climatique. On en parlera tout à l'heure. Notre invitée était Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Elle était en direct de Dubaï sur notre antenne. À la une, tout d'abord, cette vente entre particuliers conclue sur Internet et qui a viré au drame. Un adolescent de 17 ans est mort, poignardé à Valenton, c'est dans le Val-de-Marne, lors d'une agression pour lui voler le survêtement objet de la vente. L'un de ses accompagnants a également été blessé et un jeune homme a été placé en garde à vue. Bastien Cochet, Igor Saïri et Baptiste Keita. C'est ici, dans ce jardin au bas de ces immeubles d'un quartier populaire de Valenton, qu'un jeune homme de 17 ans a rendez-vous hier soir. Il doit y remettre en main propre un bas de survêtement qu'il a vendu sur une plateforme en ligne. Pour cette transaction, il vient accompagné de son cousin et de 2 amis. Arrivés sur place, entre 5 et 6 individus font alors irruption et tentent de voler le jogging. Lors de l'altercation, l'un des agresseurs sort un couteau et porte un coup à la cuisse de la victime au niveau de l'artère fémorale. Les individus prennent la fuite avec le vêtement volé. La victime, elle, succombe à ses blessures malgré un massage cardiaque prodigué par les secours. Son cousin a lui aussi été touché à la cuisse lors de la rixe. Il a réussi à s'échapper, ce n'a pas été le cas de son cousin. Il a subi des lésions, mais qui n'ont pas engagé son pronostic vital. Il s'est de suite rendu à l'hôpital pour faire soigner ses blessures. Une enquête pour homicide a été ouverte par le parquet de Créteil et confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. Un mineur a d'ores et déjà été placé en garde à vue hier soir. Alors, qui était la jeune victime de cette altercation? La maire de la commune de Valenton nous donne quelques détails sur l'adolescent et sur le contexte de son décès. Il s'agit d'un jeune qui est d'une ville du Val-de-Marne qui s'est rendu à Valenton dans l'idée de vendre un survêtement, en tout cas un vêtement. Et il s'est retrouvé dans une situation, d'ailleurs, ils étaient aussi venus, je crois, ou 3 ou 4, je ne sais pas comment ils étaient, ce jeune avec son cousin et peut-être des amis. Mais en tous les cas, suite à cette altercation que l'arme blanche a été effectivement utilisée et il a succombé à ses blessures. Dans l'actualité également, le procès de Monique Olivier, l'ancienne compagne du tueur en série Michel Fourniret, qui se poursuit après 2 semaines d'audition déjà aux Assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans les meurtres de 3 jeunes filles. La reprise des auditions, ce sera lundi, mais dès ce soir, BFM TV vous propose un document long format, Monique Olivier, la diabolique, un retour sur les moments forts de ce jugement à voir donc ce soir à 20h50. Les journalistes Michel Finesse et Thibaut Chevillard sont revenus sur notre antenne sur le sinistre rôle joué par Monique Olivier et les principales révélations de ses premières semaines de procès. On a un couple criminel. On a quelqu'un qui permet le passage à l'acte de Fourniret. Lui-même l'a dit. Sans elle, il serait peut-être pas devenu ce qu'il est devenu. Elle est là au niveau de la préparation. Elle est là pour faire monter les victimes dans la voiture. Elle est là au moment des viols pour l'aider à violer quand il n'y arrive pas. Elle est là au moment des meurtres, parfois au moment de l'ensevelissement des corps. Donc elle est à toutes les étapes de la procédure. Moi, une des sources que j'ai eues pour mon livre m'a dit qu'elle pouvait jouer d'égal à égal avec Fourniret. C'est clair. Elle est assez impassible dans le box. Elle ne réagit pas du tout lorsque les témoins défilent, lorsque les familles des victimes viennent à la barre pour parler de leurs proches qui sont disparus. Elle reste, elle les fixe, mais finalement, comme elle ne s'exprime pas, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête.
Dernière ligne droite pour la COP28 à Dubaï et cette tache d'huile sur la conférence climatique des Nations Unies. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a demandé à ses membres, dont les Émirats arabes unis, qui président ce rendez-vous, de rejeter tout accord qui mettrait en péril les énergies fossiles. Les détails dans ce reportage de Milan Argelas. À 3 jours de la fin de la COP28, l'OPEP rédit sa position. Dans un courrier daté de mercredi, le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole exhorte ses 23 pays membres à rejeter les textes qui cibleraient les énergies fossiles. Il semble que la pression excessive et disproportionnée exercée sur les combustibles fossiles pourrait atteindre un point de basculement aux conséquences irréversibles. Il serait inacceptable que des campagnes aux motivations politiques mettent en danger la prospérité et l'avenir de nos peuples. Indignation à Dubaï. Les délégations opposées aux énergies fossiles se succèdent à la tribune ce samedi. L'Espagne fustige un courrier répugnant de l'OPEP. L'Union européenne martèle sa position. Je veux que cette COP marque le début de la fin pour les énergies fossiles. Ce ne sont pas que des mots. C'est ce que la science exige et ce que nos enfants méritent. En dépit de la polémique, l'OPEP justifie le courrier envoyé à ses 23 pays membres. Il n'existe pas de solution ou de voie unique pour parvenir à un avenir énergétique durable. Nous avons besoin d'approches réalistes pour lutter contre les émissions, des approches qui permettent la croissance économique, contribuent à l'éradication de la pauvreté et renforcent la résilience en même temps. Parmi les pays membres destinataires de ce courrier envoyé par l'OPEP figurent les Émirats arabes unis. Le 21 novembre dernier, le sultan Al-Jaber, président émirati de la COP28, estimait que sortir des énergies fossiles pourrait, je cite, ramener l'humanité à l'âge des cavernes. L'OPEP donc qui demande à ses membres de refuser tout accord ciblant les énergies fossiles. On en parle avec notre invitée Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de la Transition énergétique. Vous êtes en direct de Dubaï. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'être avec nous. Vous vous êtes dite stupéfaite et en colère après les déclarations de l'OPEP. Expliquez-nous pourquoi. Oui, ça a été très bien montré par votre reportage. Les émissions de CO2, elles sont causées à 75% par les énergies fossiles. Donc si on veut sérieusement réduire les émissions de CO2 qui causent le dérèglement climatique, il va falloir diminuer notre utilisation d'énergie fossile. C'est aussi simple que cela, c'est ce que nous dit la science. Et aujourd'hui, nous tenons dans cette discussion de la COP28 une occasion unique d'avoir enfin, parce que ça n'y figure toujours pas, d'avoir enfin un accord sur la façon dont on sort progressivement des énergies fossiles. Donc heureusement, le secrétaire général de l'OPEP n'est pas dans la salle de négociation, mais moi je le dis très clairement à la présidence émirati, il ne faut pas se laisser impressionner par cette prise de position. Nous devons absolument avancer sur cette question des énergies fossiles. Elle n'est pas facile, mais elle est essentielle si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Oui, parce que ce que reproche le secrétaire général de l'OPEP, c'est une pression excessive, dit-il, disproportionnée sur les combustibles fossiles qui pourra avoir des conséquences irréversibles. Par ailleurs, dans son courrier, il continue en disant que les membres de l'OPEP prennent au sérieux le changement climatique. On a du mal à comprendre vraiment comment avec cette décision. Et il dénonce également des campagnes aux motivations politiques, dit-il, qui mettent en danger la prospérité de nos peuples. C'est ça, on touche au portefeuille en fait de ces pays. Et je crois qu'il faut être clair, il faut rester attaché à ce que nous dit la science. La science, elle nous dit 75% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux fossiles. Et nous nous imposons, nous, pays européens, d'organiser la diminution de notre consommation de fossiles. Tout le monde fait des efforts. Et d'ailleurs, ces efforts ne sont pas nécessairement que négatifs, puisque derrière, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place des filières de renouvelables, de travailler à la chasse au gaspillage de l'énergie. Et on voit que progressivement, on y arrive et que ce sont aussi des emplois, que ce sont aussi des industries. Donc la meilleure façon, finalement, si on veut arriver à la neutralité carbone, c'est bien d'organiser la sortie des énergies fossiles, de le faire de manière complète, de le faire le plus tôt possible, parce que c'est précisément ça qui évitera d'avoir un impact fort sur nos populations, sur leur pouvoir d'achat et sur nos industries. Quelles conséquences pourrait avoir un tel rejet de toute décision contre les énergies fossiles, Madame la Ministre? Alors, aujourd'hui, aucune décision de la COP
des COP précédentes ne sont allés jusqu'à un accord de sortie des énergies fossiles. Donc, notre ambition, c'est d'aller toujours plus loin d'une COP sur l'autre. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir une décision qui parlerait de l'ensemble des énergies fossiles et qui dirait qu'il faut s'organiser pour diminuer notre consommation et en sortir, serait un très grand succès. C'est plutôt comme ça qu'il faut regarder le sujet. Mais nous avions un grand espoir dans cette COP28. C'est une COP qui fait le bilan de tout ce qui a été fait depuis la COP21, la COP qui a débouché sur les accords de Paris en 2015. Cette COP, pour nous, elle est importante et elle est l'occasion d'ajouter cette ambition au moment où le dérèglement climatique s'avère encore plus fort que ce qu'on imaginait initialement. Donc, il est urgent d'agir, c'est notre responsabilité politique. Les Européens prendront leurs responsabilités et effectivement, il est vrai que nous mettons de la pression politique, mais nous le faisons pour nos populations, nous le faisons pour nos industries, nous le faisons aussi pour organiser enfin ce qui est nécessaire si on veut arriver à la neutralité carbone et surtout si on ne veut pas augmenter de plus d'1,5 degré le réchauffement climatique. Vous parlez de faire ce qu'il est nécessaire et de le faire le plus rapidement possible, de COP en COP, mais pour autant vous dites qu'il n'y aura pas de solution concrète faite pour arrêter ces émissions fossiles à l'issue de cette COP 28. Alors qu'est-ce qui va figurer dans l'accord ? Pas du tout ça. Nous avons encore plusieurs jours de négociations et je pense même que cette manifestation assez inédite d'une organisation qui effectivement est autour de la production de pétrole montre bien qu'il est possible d'arriver à un accord et que la pression est de monter. Mais un accord sur quoi exactement ? Elle montre bien que le sujet des énergies fossiles est aujourd'hui dans la pièce. Il n'a jamais été autant dans la pièce que pour cette COP. Paris, Strasbourg, Montpellier, l'association France-Palestine Solidarité organise plusieurs manifestations ce week-end un peu partout en France, accompagnées d'autres associations, syndicats et organisations politiques. Les mots d'ordre, obtenir un cessez-le-feu immédiat et une levée du blocus à Gaza notamment. Oui, à Marseille, vous allez voir ces images. Le rassemblement est organisé porte d'Aix par le collectif Urgence Palestine. Ce rassemblement qui a été un temps interdit par la préfecture à cause d'un risque réel d'affrontement entre sympathisants et opposants à la cause palestinienne, a notamment fait référence à l'intifada de 1987, démarrée un 9 décembre. C'est donc une manifestation anniversaire qui se déroule, vous le voyez actuellement à Marseille, puisque finalement le tribunal administratif a autorisé ce rassemblement, vous voyez, qui continue donc de se tenir cet après-midi. Ce qui nous mène au conflit qui oppose Israël et le Hamas au Proche-Orient. Israël continue de bombarder aujourd'hui la bande de Gaza du nord au sud et accentue sa campagne militaire contre le Hamas. Pour Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, les États-Unis sont, je cite, responsables de l'effusion de sang à Gaza. En cause, selon ce dernier, le veto des États-Unis à une résolution de l'ONU appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, rapidement condamné par les organisations humanitaire. On va y revenir bien sûr dans nos journaux cet après-midi. Dans l'actualité également, le monde du béton et le cimentier Lafarge-Holcim dans le viseur des soulèvements de la terre. Une vingtaine de manifestations ont lieu aujourd'hui à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille. Elles annoncent 5 jours d'action pour dénoncer, je cite, l'artificialisation des terres, l'extension de carrières ou encore les pollutions de l'air et de l'eau générées par ces activités. Et sur l'A69, cette autoroute qui doit relier Toulouse à Castres, ce sont des manifestants qui sont rassemblés actuellement à Saint-Germain-des-Prés dans le Tarn, donc pour dire non à cet espace routier qui va être créé sur place. Oui, ces images donc, en direct de ces manifestations à Saint-Germain-des-Prés du Tarn. Dans le Tarn. Voilà. Dans l'actualité également de ce samedi, l'an dernier, plus d'1,5 million de personnes ont signalé une cybermalveillance liée à de l'hameçonnage, c'est-à-dire essayer de soutirer des informations personnelles ou de l'argent. Et depuis plusieurs semaines, l'escroquerie à l'enfant se développe de plus en plus. Les explications d'Isabelle Gollens, Juliane Roland et Marine Scherer. C'est ce texto que Fabien, père de famille, a reçu sur son téléphone portable. Coucou papa, j'ai perdu mon tel. Peux-tu m'envoyer un message WhatsApp sur ce numéro? Ce que Fabien fait immédiatement. La personne de l'autre côté m'a répondu « Je ne peux pas appeler, j'utilise un vieux téléphone, le micro ne fonctionne pas ». Et à partir de là, j'ai eu un doute. Et il a les bons réflexes. Il m'a mis « Ok, est-ce que ça va? Tu es au travail ?» Et donc il m'a répondu « Ça va bien ». À la question « Tu es au travail ?» il m'a répondu « Oui ».
alors que mon fils est au collège. Donc là, je me suis dit, il n'y a plus de doute, c'est pas lui. Fabien a en fait échangé avec un escroc. Il a été victime d'une arnaque, apparue en Australie l'année dernière, arrivée en France fin 2022 et qui s'intensifie. Plusieurs dizaines de signalements par semaine sont envoyés à la plateforme de prévention et d'assistance aux victimes, avec pour certains un préjudice qui s'élève à plusieurs milliers d'euros. La créativité des cybercriminels est sans limite, on le voit bien au travers d'un exemple tel que celui-là où il va essayer de jouer sur la fibre parentale. Le prétendu enfant, qui en fait est un escroc, il va prétexter des dépenses inopinées auxquelles il doit faire face pour demander de l'argent à ses parents. Si vous recevez ce genre de message, essayez d'appeler votre enfant sur son numéro habituel et n'envoyez jamais d'argent avant d'avoir réussi à le joindre. Enfin, effectuez un signalement sur cybermalveillance.gouv.fr. Dans l'actualité également, nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de Noël. Alors, que diriez-vous d'un petit coup de pouce? Un bon plan pour faire des bonnes affaires. Pour cela, pensez peut-être aux bourses aux jouets. Elles permettent d'offrir une seconde vie à des jouets, à des jeux parfois peu utilisés. Elles permettent d'un côté aux vendeurs d'arrondir leur fin de mois et aussi aux acheteurs donc de faire de bonnes affaires. Clément Gauvin. Sur toutes les tables, des objets à petit prix. Vêtements, jeux de société, figurines. Dans cette bourse aux jouets, les bonnes affaires sont partout. Mon fils souhaitait notamment voir s'il pouvait trouver des cartes Pokémon et tout ce qui a à voir avec les cadeaux tout autour de Pokémon. Car à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est l'occasion pour de nombreux parents de compléter la liste de Noël à petit prix. Tout est quasiment neuf, donc c'est parfait. Voilà, ça coûte un tiers du prix en magasin, donc c'est plutôt cool. Et de dénicher des cadeaux qui sortent parfois de l'ordinaire. J'ai acheté des Spirou avec des titres un peu amusants. Une occasion aussi pour les vendeurs de faire le tri. C'était l'occasion de vider les placards parce qu'en fait on déborde de jouets, on déborde de livres. J'ai énormément de livres pour mes enfants. En fait, on adore lire à la maison. Car trouver une nouvelle vie aux jouets qui ont déjà servi, c'est aussi un cadeau pour la planète. C'est une bonne manière aussi d'éviter la surconsommation et d'acheter toujours des articles neufs hors de prix. Ça permet, tout le monde est content. L'acheteur a fait une super occasion à 90 €, un lit qui en vaut 250. Donc je pense que tout le monde est gagnant en fait. Une bourse aux jouets parfaite pour le porte-monnaie et qui fera sans aucun doute le bonheur des petits comme des grands au moment de l'ouverture des cadeaux. On revient à présent sur le malaise de Pierre Arditi. Hier, un nouveau malaise. Le comédien qui se présentait sur les planches ce vendredi soir, qui a été victime d'un nouveau malaise un peu plus de 2 mois après s'être effondré sur scène durant une représentation de Lapin au théâtre Édouard VII à Paris. Mais ça va mieux, hein. Il a pu rentrer chez lui. On voit ça avec Milan Argelas. 3e frayeur en l'espace de quelques mois pour Pierre Arditi. Hier soir, le comédien de 79 ans était en pleine représentation de sa pièce de théâtre Lapin, aux côtés de Muriel Robin, quand il a été une nouvelle fois victime d'un malaise. Il était aux environs de 21h20. Pierre Arditi a commencé à ne plus se rappeler de son texte, à s'immobiliser, à ne plus parler du tout, d'après les témoins dans la salle. Et le rideau donc a dû être baissé. Muriel Robin, bien sûr, est venue à ses côtés. La salle a été évacuée, le théâtre fermé. Transporté quelques minutes plus tard à l'hôpital par les pompiers, il aurait seulement eu un coup de fatigue selon son entourage. Le metteur en scène Jean-Michel Ribes avait échangé avec lui par téléphone plus tôt dans la journée. Quand il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit « Tu veux venir quand ? Dis-moi 3 jours que je regarde les dates. » Et puis, on devait parler de lecture que tu vas faire de mes textes bientôt. C'est tout, mais je n'ai pas senti l'ombre d'une fragilité. Pourtant, le 27 septembre dernier, le comédien avait déjà fait un malaise sur cette même scène du théâtre Édouard VII à Paris, environ 20 minutes après le début de la pièce. Il avait expliqué quelques jours plus tard sur notre antenne avoir été victime d'un malaise vagal et d'une hypoglycémie. Je ne suis plus un perdreau de l'année, cher ami. Alors, vous comprenez, à un moment donné, malheureusement, l'âge, ça rentre en ligne de compte. Voilà. Même si je ne porte pas trop mal, c'est quand même compliqué. Ça m'a pas bon, ça va là. Hein. Pierre Arditi avait alors été mis au repos, avant de recommencer à se produire quelques jours plus tard, mais d'annuler de nouvelles représentations suite à une nouvelle alerte quelques minutes avant de monter sur scène. Selon son entourage, le comédien va bien. Il est rentré chez lui après un bref passage à l'hôpital et devrait remonter sur les planches dès mercredi. Priorité à l'actualité, avec ces images, regardez de cette manifestation toujours en cours donc sur
le chantier de l'A69, ce chantier très polémique d'une autoroute qui va relier Toulouse à Castres, jugé inutile par les défenseurs de l'environnement. Et vous voyez cette manifestation donc appelée par les soulèvements de la terre contre le béton et ici qui rassemble plusieurs dizaines de personnes à Saint-Germain-des-Prés. Nous sommes dans le Tarn. Manifestation donc que nous continuerons de suivre dans nos prochains journaux sur BFM TV et qui rentre dans le cadre de plusieurs dizaines d'autres manifestations un peu partout en France aujourd'hui pour dénoncer le monde du béton et le cimentier Lafarge-Holcim notamment. On se retrouve dans quelques instants également pour parler de cette mort d'un jeune de 17 ans tué à Valenton alors qu'il était en train de mener une transaction pour vendre un survêtement. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Une belle connexion entre nous. La météo avec SFR élu service client de l'année pour la 2e année consécutive. Votre météo avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Bonjour à tous, une météo agitée pour votre week-end avec de fortes pluies mais aussi du vent, des conditions donc dépressionnaires. On a cette dépression actuellement sur le nord-ouest des îles britanniques qui a d'ailleurs été baptisée Eileen par les Irlandais puisqu'une bonne partie de l'île est actuellement en alerte orange. Et vous voyez donc cette perturbation associée qui est arrivée donc ce samedi matin par l'Atlantique accompagnée de fortes pluies, des pluies qui ont traversé d'ailleurs toute la moitié nord du territoire, l'Île-de-France mais aussi le nord-est avec 20 à 40 mm de pluie qui sont déjà tombé, accompagné là aussi d'un vent sensible même à l'intérieur des terres. Vous voyez qu'on a de nombreux départements placés en vigilance jaune pour vent violent et le département du Puy-de-Dôme est en vigilance orange avec des rafales de vent qui peuvent atteindre cet après-midi 110 km/h sur le relief et qui pourraient déborder sur Clermont-Ferrand plus tôt en soirée. Pour donc demain, on va retrouver cette perturbation vraiment sur l'est entre l'Alsace, la Lorraine en descendant vers les Alpes et déjà l'arrivée d'une nouvelle par l'Atlantique qui va gagner un petit peu de terrain dans l'après-midi, qu'on va retrouver de l'Aquitaine vers l'Occitanie avec de fortes pluies sur cette zone. En remontant donc vers le Nord-Pas-de-Calais, partout ailleurs, le ciel sera globalement bien nuageux. Ce sera un peu plus sec, vous le voyez sur la Corse, mais avec pas mal de vent en Méditerranée. Et cette perturbation est accompagnée de douceur avec 9 à Paris, 11 degrés attendus du côté de Biarritz. Et puis dans l'après-midi, des valeurs comprises entre 9 et 21 degrés. 21 degrés d'ailleurs attendus du côté de Biarritz puisque c'est un vent de sud qui va se réchauffer en passant par-dessus les Pyrénées par effet de compression. C'est ce qu'on appelle l'effet de fön, donc avec des températures même partout ailleurs globalement bien au-dessus des valeurs de saison. Une belle connexion entre nous. C'était la météo avec SFR, élu service client de l'année pour la 2e année consécutive. C'était votre météo avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. Votre programme vous est présenté par le nouveau Ford Transit Custom, la référence de l'utilitaire en mieux. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. BFM TV, toutes les actualités, sur tous les terrains, pour tous les Français. Vous êtes 12 millions chaque jour à nous faire confiance. BFM TV, première chaîne d'info de France. Scandale. Et Scandale pour hommes, parfum de Jean-Paul Gaultier. À Noël, offrez un livre photo personnalisé à ceux que vous aimez. Un livre photo CV, c'est un cadeau inoubliable, rempli d'émotions. Créez-le facilement sur cv.fr.
Chez Direct Assurance, vous économisez en moyenne 250 € sur votre assurance auto. En ce moment, ça fait plaisir. Et oui, Direct Assurance, bien assuré, direct réglé. Parce que le meilleur des compagnons mérite la meilleure... Excusez-moi, je sais que c'est direct réglé, mais c'est encore la pub Direct Assurance, là. C'est au chat. C'est au poulet. Direct Assurance, 250 € d'économie en moyenne. Qu'est-ce qu'on a? Un Wi-Fi kidnappé. Perdez du temps. Ils occupent tout le Wi-Fi. Les messages des familles mettent un temps fou à arriver. En passant chez Bouygues Télécom, vous profiterez tous ensemble du Wi-Fi numéro 1. Bouygues Télécom. On cherchait un nom pour le livret d'épargne de meilleur taux. Mais avec son taux à 2,45%, boosté à 5,5% les 3 premiers mois, on n'a pas cherché longtemps. Voici le livret meilleur taux. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant. Te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant. On a tous une bonne raison de ne pas changer de lunettes. Que ce soit parce que... J'ai trouvé aucun rendez-vous. Ou bien parce que... Mais moi, je vois encore bien avec. Ou alors... Surtout, c'est trop cher. Pourtant, votre vue évolue chaque jour. Et si votre correction a changé, vous pouvez renouveler vos lunettes gratuitement tous les ans chez Optical Center. Nos opticiens vous reçoivent pour un examen de vue. C'est simple, rapide et 100% pris en charge. Avec l'offre 0 €, choisissez votre nouvelle paire. Optical Center. Voir le beau, entendre le bien. Dispositif médical. Et Sacha, ça va mieux? Il y a encore des embrouilles à l'école. J'ai essayé d'en parler, mais on m'a dit que je m'inquiétais pour rien. Après, c'est normal de chamailler à cet âge-là. Moi, je travaille avec des enfants et c'est un passage obligé dans leur construction. Et en vrai, on est tous un peu passés par là. Il faut juste faire un peu attention. Tu crois? Ouais, il faut bien que jeunesse se passe. Voilà. Ne minimisons pas ce que vivent les enfants. Face au harcèlement, faites le 30-18. Souvenez-vous à quel point vous aimiez les voitures électriques. Renault Mégane E-Tech 100% électrique à partir de 300 € par mois. Borne de recharge et installation offerte. Profitez du bonus écologique jusqu'au 15 décembre. La force des origines. Terre d'Hermès. Avant, moi, je faisais confiance tout le temps. C'est comme ça qu'on m'a conseillé une super voiture, un super lave-linge, un chien super gentil, un super baptême de l'air, et un super appart. Mais maintenant, c'est fini. Je fais super gaffe à qui me conseille. Vous proposez un conseiller qui n'a pas d'autre objectif que de vous conseiller. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Dans quelques secondes, Kiki va rien comprendre à ce qui se passe. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot de près de 17 millions d'euros. Des économies d'énergie? Bien sûr que je veux en faire. Mais je peux pas garder un œil sur chaque prise. Bah non, des prises, j'en ai une vingtaine à la maison. Et des yeux, j'en ai que 2. Avec Maconso, suivez gratuitement votre consommation au quotidien en kilowattheures et en euros. Avec les solutions d'Engie, réduire sa consommation d'énergie devient plus facile. J'agis avec Engie. C'est mon père qui a été choisi pour porter la flamme olympique. Oui, même qu'elle vient de Grèce. Ça se peut pas. Elle passe par toute la région de France. Jusqu'à Paris. Ça se peut pas. Pour que les Jeux de Paris 2024 brillent dans toutes les régions, Je vois que ça se peut. Caisse d'épargne est parrain officiel du relais de la flamme olympique. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Grâce à la prime exceptionnelle Peugeot, Paul s'est offert une i208 100% électrique. Avec son design irrésistible et son Peugeot e-cockpit, la i208 a tout pour plaire. Même un futur beau-père. Jusqu'au 31 décembre, Peugeot booste le bonus écologique de 5 000 à 8 000 € pour tous en offrant 3 000 € de prime exceptionnelle sur sa gamme électrique. Pour que l'électrique profite à tous.
boogie to the hip hip hopper. You don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. 1 Million. Les 10 millions. Parfum de Rabanne. Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. Votre programme vous est présenté par le nouveau Ford Transit Custom, la référence de l'utilitaire en mieux. Il est 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, un adolescent de 17 ans a été tué à Valenton dans le Val-de-Marne. Il a reçu un coup de couteau mortel à la cuisse. Ce jeune se rendait à un rendez-vous conclu sur un site internet pour vendre un jogging. La piste de la rixe entre bandes n'est pas privilégiée à ce stade. Selon le parquet, nous serons sur place dans un instant. Au programme également, 80 suspects arrêtés dans 53 départements. C'est l'énorme coup de filet réalisé cette semaine contre des pédocriminels, parmi lesquels des enseignants ou un élu local. Nous vous raconterons dans ce journal cette plus grande opération jamais menée en France. Emmanuel Macron veut un rendez-vous avec la nation en janvier pour retrouver l'unité du pays. Le chef de l'État n'a pas précisé ni sa date exacte ni sa forme. Les précisions dans un instant avec Mathieu Coache. Et puis 5 jours après un atterrissage aussi périlleux que miraculeux, le pilote du petit avion qui a atterri à Villejuif dans le Val-de-Marne, dans la cour d'un immeuble, prend la parole. Cet instructeur chevronné de 82 ans revient sur notre antenne sur ce qui s'est déroulé lundi soir et la difficile manœuvre d'urgence qu'il a réalisée. Avant de reparler de Valenton dans un instant, d'abord cette manifestation qui a lieu cet après-midi dans le Tarn. Des militants écologistes, notamment des opposants au projet autoroutier de l'A69, sont rassemblés à Saint-Germain-des-Prés, donc dans le Tarn, contre le monde du béton et le cimentier Lafarge-Holcim. Vous voyez ces images en direct. Cette nouvelle mobilisation répond à l'appel au rassemblement d'une coalition de plus de 150 groupes locaux, organisations écologistes, paysannes, syndicats et comités des soulèvements de la terre, qui ont déjà organisé plusieurs manifestations ces derniers mois. Ces militants souhaitent alerter notamment sur l'utilisation excessive du béton. Vous voyez donc ces images en direct et on va bien sûr suivre cette manifestation en cours cet après-midi contre l'industrie cimentière. Et nous disions à la une également de l'actualité à Valenton, dans le Val-de-Marne. Il y a donc eu cette mort d'un adolescent de 17 ans après avoir reçu un coup de couteau mortel à la cuisse. Anne-Laure Bance, vous êtes sur place pour BFM TV. Le jeune homme se rendait à un rendez-vous conclu sur le site Vinted pour vendre un survêtement quand les choses ont ensuite dégénéré. Oui, tout à fait. C'est une rencontre et un échange qui aurait dû être banal et qui a pourtant tourné au drame. C'est aux alentours de 20h que cet adolescent de 17 ans se rend sur cette commune de Valenton. Il est accompagné de son cousin et comme vous le disiez en plateau, il vient pour vendre un survêtement. Il arrive au point de rencontre. Il se retrouve face à 5 ou 6 personnes et une altercation intervient. On n'en connaît pas encore les raisons. À ce moment-là, l'un des individus présent porte un coup de couteau au niveau de la cuisse et touche l'artère fémorale. Et malgré l'intervention rapide des secours sur place qui lui prodiguent un massage cardiaque, cet adolescent de 17 ans a succombé à ses blessures. Une enquête est ouverte pour homicide. Anne-Laure, un mineur par ailleurs a été placé en garde à vue. Oui, tout à fait. Ce mineur, il est actuellement entendu par les enquêteurs qui souhaitent en savoir plus sur le déroulé de ces faits. Quelles sont les raisons de cette altercation? Qui des personnes présentes a porté un coup de couteau à cet adolescent de 17 ans? Autant de questions auxquelles ce mineur, qui est actuellement en garde à vue, va devoir répondre. Pour l'heure, je vous le disais, une enquête est ouverte pour homicide. Elle a été confiée à la police judiciaire qui va tenter d'établir les faits. Un magistrat s'est également rendu hier soir sur le lieu du drame et selon ses premières estimations à ce stade, la notion de rixe est pour le moment exclue. Et le maire de Valenton a réagi à ce drame, on l'écoute. Il s'agit d'un jeune qui est d'une ville du Val-de-Marne qui s'est rendu à Valenton dans l'idée de vendre un survêtement, en tout cas un vêtement, et ils se retrouvaient dans une situation, d'ailleurs, ils étaient aussi venus, je crois, ou 3 ou 4, je ne sais pas comment ils étaient, ce jeune avec son cousin et peut-être des amis, mais en tous les cas, suite à cette altercation que
l'arme blanche a été effectivement utilisée et il a succombé à ses blessures. Et ce drame a lieu 4 jours seulement après qu'un adolescent de 15 ans, lui aussi, a été tué dans des affrontements, cette fois-ci interquartiers. C'était à Daumont, dans le Val d'Oise. 5 personnes ont été placées en garde à vue après cette bagarre qui a impliqué une vingtaine de personnes. On en parle avec notre invité Driss Etazaoui. Bonjour, vous êtes vice-président de l'association Ville et Banlieue, adjoint modem au maire d'Évreux. On aimerait avoir votre sentiment sur cette violence entre jeunes. Est-ce que vous avez l'impression que la situation dégénère? Bonjour, j'ai d'abord naturellement une pensée pour la famille de la victime devant l'effroi, l'horreur et la souffrance de cette dernière. Ensuite, vous dire qu'il est toujours difficile de faire la part des choses entre les inquiétudes toujours réelles de nos concitoyens et les tentatives d'instrumentalisation d'un certain nombre de faits divers, aussi tragiques soient-ils naturellement. On imagine bien les uns et les autres que certains s'agitent, je pense à un certain nombre de médias, surtout pas vous, mais à beaucoup d'autres, qui s'agitent pour faire de l'audience, et puis un certain nombre de personnalités, de responsables politiques et qui mettent en danger l'unité de la nation pour servir aussi une idéologie. Malheureusement, notre société, effectivement, est de plus en plus violente dans les mots. On le voit chez un certain nombre de personnalités politiques. Elle est également de plus en plus violente à travers ce que nous donnent à voir les médias, mais elle est aussi surtout de plus en plus violente à travers les réseaux sociaux. Pour autant, et c'est là tout le paradoxe, il y a 20 ans, on comptait 1400 meurtres par an, et depuis 2009, on constate une stabilisation du nombre d'homicides. Et on observe entre 800 et 900 homicides depuis 2009 jusqu'à maintenant, et donc une certaine stabilisation dans le nombre, le volume de crimes qui traversent et qui affectent notre pays. Donc d'un côté, il y a cette inquiétude qui est réelle, qui est légitime, qui est liée au fait qu'on zoome très souvent, il y a un effet de loupe sur un certain nombre de faits divers, pour des raisons diverses et variées que j'ai évoquées dans mon avant-propos, et puis la réalité qui n'est pas, au regard des chiffres, et les chiffres sont têtus, n'est pas toujours celle que l'on peut décrire, c'est-à-dire un paroxysme de la délinquance et de la dangerosité de notre société. Ce qui marque quand même, c'est l'âge souvent dans ces affaires récentes de jeunes adolescents qui sont souvent concernés avec la mort de certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelle solution? Vous savez, dans une société de 66 millions d'habitants, la violence est malheureusement inévitable. Nous sommes dans une société de consommation et de compétition qui a souvent tendance, et bien malheureusement, à glorifier la violence. Il nous faut absolument lutter contre les addictions, il nous faut lutter, ou en tout cas préserver ou concourir à contribuer à une meilleure santé mentale de nos enfants, mais aussi la question éducative est éminemment importante. Vous savez, souvent, la violence est le réflexe de celles et ceux qui manquent de vocabulaire, celles et ceux qui n'ont pas assez de mots pour extérioriser une pensée. Et la seule manière pour eux de l'extérioriser, eh bien, c'est à travers la violence. Et donc, nous devons aussi travailler et lutter contre le décrochage scolaire, puisque ce sont des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont livrés à la rue et qui perdent un certain nombre de repères, ou qui perdent un certain nombre de codes. Ce sont ces codes et ces règlements qui régissent notre vie au sein de la collectivité et qui régissent notre rapport les uns aux autres. Merci beaucoup. Merci Driss Etazaoui, vice-président de l'association Ville et Banlieue, adjoint modem au maire d'Évreux. Merci de nous avoir apporté votre éclairage sur la situation donc, dans ces quartiers. Dans l'actualité également, on voulait vous parler de ce coup de filet absolument historique en France contre la pédocriminalité. 80 personnes ont été interpellées dans 53 départements. Et parmi les suspects figurent notamment 2 professeurs d'école. Bastien Cochet. C'est une vaste opération anti-pédocriminalité menée dans 53 départements qui a eu lieu cette semaine. Au total, 80 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. 38 sont placées sous contrôle judiciaire, 13 ont été écrouées, avec des profils divers, comme un professeur des écoles soupçonné d'agression sur une ancienne élève et possédant des images d'enfants dont il avait la charge. Également, ce surveillant d'enfants, récidiviste, mais qui a pu continuer à travailler au contact de mineurs après un changement d'identité, un dysfonctionnement pointé par les associations. Qu'est-ce qui a failli dans notre système pour que quelqu'un qui a déjà été condamné, qui est déjà connu pour ce genre de fait, eh bien, persiste, continue? Ça veut dire simplement qu'on ne tape pas assez fort en termes de condamnation, qu'on ne tape pas assez fort en termes de poursuite. Une opération coordonnée par la police et la gendarmerie et sous le contrôle de l'Office central des mineurs, une première en France. Le ministre de l'Intérieur se félicite. Grand coup de filet contre la pédocriminalité cette semaine grâce à la mobilisation exceptionnelle des policiers et gendarmes.
de l'office mineur que nous avons créé il y a quelques semaines. Une réussite à nuancer et à mettre en perspective avec le traitement de la France dans ce type de dossier, selon cet associatif. C'est bien que le ministre de l'Intérieur s'en félicite, sauf qu'en réalité, ce que le ministre de l'Intérieur ne dit pas, c'est que la France a 10 fois moins de moyens quasiment que d'autres pays comme la Belgique et d'autres pour pouvoir agir. Et c'est ça le sujet de fond. L'enquête va devoir déterminer les responsabilités et les comportements de chacun des interpellés. Le ministre de l'Intérieur indiquait hier que les investigations étaient toujours en cours. Emmanuel Macron était en visite au Panthéon jeudi soir. Le président a dit être conscient de l'état du pays et a annoncé qu'il fixerait prochainement un rendez-vous avec la nation pour tenir l'unité du pays et rappeler la France à ce qu'elle est. On n'a pas grand-chose sur la forme, mais qu'est-ce que le président veut dire finalement sur le fond aux Français? Les explications de Mathieu Coache. Alors sur le fond, ce que nous dit l'entourage du président de la République et ce que dit aussi Emmanuel Macron, ce qu'il distille dans cet échange avec nos confrères du Monde, c'est qu'il a 3 obsessions. Alors la première, c'est de protéger et de rassurer les Français sur le plan sécuritaire, économique et à l'international, ne pas jouer avec les peurs, dit Emmanuel Macron, dans le monde. Il veut garder, et ça c'est sa deuxième obsession, le pays uni, ne pas le laisser se démantibuler, pour reprendre ces mots. Vous savez qu'une des craintes d'Emmanuel Macron en ce moment, eh bien, c'est l'importation du conflit israélo-palestinien en France, la montée de l'antisémitisme et des actes anti-musulmans aussi. Voilà ce qu'il veut tenter de régler. Troisième point, redonner une espérance, le goût de l'avenir, voilà ce que dit Emmanuel Macron. Et lundi, il sera à Toulouse pour parler d'un des projets qui lui est le plus cher, c'est France 2030. C'est un projet d'investissement pour la transition écologique et technologique. C'est quand même 54 milliards d'euros sur 5 ans. En fait, on sent qu'il trépigne, Emmanuel Macron, ces dernières semaines. D'ailleurs, il s'agaçait un peu sur des critiques qui lui sont faites en inaction, en mollesse, ce quinquennat qui ne prend pas. Il l'a fait devant les marins, aux Assises de la mer. C'était il y a une dizaine de jours. Je vais vous lire ce qu'il disait devant ces marins. Il disait, on vient des fleuves, on va au grand large. C'est ça l'histoire de la France, c'est ça le cap que nous tenons depuis un peu plus de 6 ans et que jusqu'au dernier centimètre, je continuerai de tenir. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il aimerait bien avoir un petit peu plus de vent dans la voilure, Emmanuel Macron. Et c'est pour ça qu'il parle de ce grand rendez-vous avec les Français en janvier. Alors, quelle forme prendra ce rendez-vous avec la nation? Piste d'explication de Lauriane Rossi, présidente Renaissance des Hauts-de-Seine, qui était notre invitée un peu plus tôt. Le président de la République aura l'occasion de préciser début janvier la forme que prendra ce rendez-vous avec les Français. Ça peut être une prise de parole, ça peut être effectivement l'organisation d'un grand débat, d'un grand rendez-vous citoyen comme on a pu en avoir par le passé et dont il a été à l'initiative. Ça peut être une initiative politique très forte aussi. Enfin, ce sera à lui de préciser les choses. Ce qui est important de rappeler, c'est le constat, je crois, très lucide que fait le président de la République. Là où nos oppositions, et je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, à la NUPES, la France Insoumise, sont dans l'instrumentalisation des affrontements et des stigmatisations, qu'elles soient communautaires ou sociales. Là où vous avez une partie de la gauche qui est dans le déni le plus total par rapport aux violences et au climat qui règne dans le pays, eh bien, la majorité présidentielle et le président de la République ont conscience des fractures qui touche une partie de notre pays, de notre société, et ce besoin à la fois de fermeté et de rassemblement, d'unité autour finalement d'une seule communauté, en tout cas la première des communautés, qui est celle de la République, celle de la nation française. Et je pense que ça a tout l'enjeu de l'initiative portée par le président de la République. Est-ce que, Lauriane Rossi, c'est aussi une façon pour le chef de l'État de reprendre la main sur un second quinquennat assez éprouvant, on peut le dire? Le premier quinquennat n'avait pas non plus été très calme. Hein. Rappelons-nous la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire du Covid, et puis effectivement, cette montée des violences dans notre pays, ce climat international aussi, qui n'est pas sans lien avec les affrontements que l'on peut constater dans notre pays. Et puis, il faut le dire très clairement, une montée de groupuscules extrêmement violents, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, et qui s'amusent avec beaucoup de danger pour nos concitoyens et pour l'unité de notre nation à instrumentaliser les peurs et deviennent de plus en plus violents. Je crois que l'actualité récente nous le montre et ça n'est pas acceptable dans notre pays. Je crois qu'il est urgent de rassurer nos concitoyens, l'ensemble des Français et évidemment les communautés qui se sentent stigmatisées aujourd'hui. C'est tout l'enjeu, je crois, de l'action du président de la République qui se veut garant de l'unité et de la cohésion nationale, et puis l'action de la majorité présidentielle sur ce sujet. Encore une fois, fermeté et unité.
Et en termes de timing, c'est l'urgence de la situation actuelle, hein, vous le dites, qui justifie cette annonce, alors que vous précisez que le président ne donnera des informations sur la forme que prendra ce rendez-vous qu'au mois de janvier. Je pense que le président de la République a, au cours des derniers mois, à plusieurs reprises, fait allusion à ce rendez-vous avec les Français, cette volonté d'avoir un dialogue de nouveau direct, si je puis dire, hein, avec l'ensemble des citoyens français. Donc ça n'est pas étroitement lié à l'actualité récente. Il est évident que les événements de ces dernières semaines, et notamment de ces derniers jours, accélèrent peut-être aussi cette volonté. Mais vous savez, le président de la République a toujours été, comme il aime à le dire, le maître des horloges, et il saura, le moment venu, et sans doute début janvier, comme il l'a dit hier au Panthéon, préciser la forme de ce rendez-vous avec les Français et de l'initiative citoyenne et politique qu'il souhaite prendre. On revient à présent sur ce miracle. Lundi, à Villejuif, près de Paris, après le crash d'un petit avion, le pilote a réussi la prouesse d'atterrir en urgence, en pleine ville, vraiment dans un petit périmètre entre la cour d'un immeuble et le toit de box de parking. Les 2 passagers ainsi que donc le pilote ont été blessés. Ce pilote qui a pu sortir lui-même de l'appareil pour ouvrir aux passagers, il s'appelle Jean-Pierre Trimaille, il a 82 ans, il est pilote-instructeur. Il a du mal à comprendre ce qu'il s'est passé. On a besoin de comprendre ce qui s'est passé. On a des doutes qui vont être en fait levés par le bureau enquête analyse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a 2 moteurs qui se sont arrêtés. Et ce qu'on a besoin de savoir, c'est pourquoi. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc. Et si on met 2 moteurs sur un avion, c'est pour qu'il en reste un quand il y en a un qui tombe en panne. J'ai des douleurs multiples, mais comme quelqu'un qui a eu un choc important. Il y en a un qui était à l'arrière, qui n'a rien du tout. Il a été à l'hôpital Percy, il est sorti. Et l'autre qui a, comme moi, un petit problème sur deux vertèbres. Oui, on a eu beaucoup de chance. Hein. Il y a eu une association entre l'expérience que je peux avoir de ce métier et un gros morceau de chance. Bonjour Gérard Felzer. Bonjour à vous. Président d'Aviation Sans Frontières, on aimerait revenir sur cet atterrissage absolument incroyable et ces premiers témoignages, ces premiers mots du pilote. Un pilote instructeur, expérimenté. Alors on l'a entendu, il parle de chance, mais il n'y a pas que de la chance. C'est quoi son pédigré pour avoir réussi cet exploit ? Alors on reconnaît, tout le monde, les professionnels, les pilotes de ligne connaissent Jean-Pierre. Il a formé plus de 5000 pilotes, jamais d'accident. Il a été pilote de planeur, ce qui peut expliquer aussi son réflexe de éviter les tours sur un environnement urbanisé comme celui-là. Donc, on va savoir ce qui s'est passé réellement, s'il y a une faute de pilotage ou pas. Pilotage, certainement pas, mais peut-être autre chose. Mais on peut que saluer le réflexe qu'il a eu. Ça me rappelle un petit peu le pilote de la baie d'Hudson quand il est tombé en panne avec les oiseaux qui sont rentrés dans les réacteurs. Voilà, ça rappelle ça. La compensation, l'expérience qui joue contre ce qu'on peut appeler une fatalité. Il y a eu aussi Air Transat, il y a eu les Canadiens qui sont tombés en panne d'essence totale. Ils ont rejoint en planant Santa Maria aux Açores. Voilà, ça arrive de temps en temps. Alors, il dit, ce pilote, qu'il y a 2 moteurs qui se sont arrêtés. Une panne simultanée de 2 moteurs, c'est improbable. C'est quasi, c'est rarissime. Alors, il y a des plaisantins qui disent toujours, avec 2 moteurs, tu as 2 fois plus de chances de tomber en panne, mais c'est pas vrai. En fait, on est capable de voler sur un seul moteur. Quand il y a un moteur qui tombe en panne, il y a un déséquilibre qui se fait, un couple. Il faut le compenser en bottant, ce qu'on dit dans le jargon, du bon pied, pour, avec la dérive, compenser la dissymétrie du vol. Et ensuite, il y a une checklist qui dit couper le carburant, etc., etc. Mais 2 moteurs, ça ressemble beaucoup. Je ne sais pas, il faudra attendre les conclusions de l'enquête, mais ça ressemble beaucoup à une panne d'essence. Oui, c'est ça, parce que la cause, ça pourrait être une rupture d'un tuyau, peu importe. Voilà. Oui. Parce que les moteurs ne sont pas en cause a priori. Et le fait que ça n'a pas pris feu. Donc, on peut se poser ce genre de questions en tous les cas. Mais une panne moteur, comment ça se passe ? C'est comme dans un planeur finalement ? Comment on gère à ce moment-là ? Lorsqu'on a une panne moteur, moteur droit par exemple, l'avion va aller vers la droite parce qu'il va être poussé par l'autre moteur en fonctionnement. Donc ça se gère. On répète ça des milliers de fois avant de devenir pilote. Mais après, pour avoir la panne des 2 moteurs, c'est probablement soit un carburant qui a été pollué, peut-être, soit un manque de carburant, mais ça on le verra par la suite. Très rapidement, l'enquête peut prendre combien de temps par le BEA ? Alors, ça va aller assez vite, me semble-t-il. Quand je dis vite, c'est minimum 2 mois ou 3 mois. D'accord. Mais en tous les cas, on aura des premières conclusions dans les jours qui viennent.
16h19, restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur cette actualité. La mort d'un jeune de 17 ans, poignardé mortellement, c'était à Valenton dans le Val-de-Marne. Il était allé dans cette ville pour y vendre un survêtement dont la vente avait été conclue sur un site marchand sur Internet. Poignardé par une bande de jeunes qui les ont pris à partie pour voler le vêtement. La justice pour l'instant écarte la piste de la rixe. On en parle dans un instant dans notre journal de 16h30. Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. Votre programme vous est présenté par le nouveau Ford Transit Custom, la référence de l'utilitaire en mieux. Du débat. Pourquoi tant de violence aujourd'hui, madame l'ambassadrice? Je ne sais pas pourquoi vous posez cette question. Du décryptage. On en parle avec mes invités. Est-ce qu'il n'y a pas un sous-texte? Il rejette un référé. Cette situation, elle est doublement intolérable. Du direct. Vous êtes sur place, l'ambiance est déjà au rendez-vous. C'est l'idée aussi relayée par Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Pour découvrir quelles sont ses obligations. Déchiffrer. Une baisse de 47 centimes par litre d'essence. Discerner. Ne pensons pas que cela reflète la situation dans l'ensemble de l'Europe. Week-end 3D, c'est le vendredi et le samedi pour voir l'info différemment. D'abord du très léger, ça fait du bien. Tout le monde, j'imagine, a et est déjà très chaud. Week-end 3D, présenté par François Gapillan, le vendredi à 19h et le samedi à 18h, en direct sur BFM TV. Votre programme vous est présenté par le nouveau Ford Transit Custom, la référence de l'utilitaire en mieux. BFM TV, toutes les actualités, sur tous les terrains, pour tous les Français. Vous êtes 12 millions chaque jour à nous faire confiance. BFM TV, première chaîne d'info de France. One Million. Les 10 millions. Parfum de Rabanne. Toute la puissance d'un aspirateur Dyson pour désormais laver les sols durs. La nouvelle brosse lavante utilise de l'eau claire en continu pour laver les taches et enlever les débris. Un seul appareil pour tout votre intérieur. Le nouvel aspirateur Dyson V15 Submarine lave désormais les sols durs. À découvrir sur Dyson.fr. Rien ne résiste à la nouvelle Peugeot i308 100% électrique. Disponible à partir de 230 € par mois seulement. Préparez-vous pour un moment unique. Tenue de fête à partir de 49,99 €. CA. Dans quelques secondes, Kiki va rien comprendre à ce qui se passe. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot de près de 17 millions d'euros. Chez ma grand-mère, franchement, parfois, c'était bizarre. Dans le noir, on dort comme un loir. 20 ans après, je vois bien qu'elle avait raison. Eh ben, c'est pas trop tôt, les cocos. EDF, votre fournisseur d'économie d'énergie. On cherchait un nom pour le livret d'épargne de meilleur taux. Mais avec son taux à 2,45%, boosté à 5,5% les 3 premiers mois, on n'a pas cherché longtemps. Voici le livret meilleur taux. Bonjour. Bonjour. Je viens récupérer le cadeau de Noël de ma femme. Soyez un peu gaffeur. Vous voulez dire que le Père Noël a déposé pour votre femme? Oui, le Père Noël. Et oui, évidemment, le Père Noël. Au revoir. Merci. Soyez limite. S'il vous plaît, 2 minutes. Monsieur, on doit fermer. J'ai oublié le cadeau de ma belle-mère. Je vous en supplie. Merci. Vous me sauvez la vie. Avec plaisir. Vous pouvez compter sur les conseillers SFR pour passer le plus beau des Noëls. SFR, soyez vous. Vous l'avez dit à vos collègues, au cours de yoga, à la patronne du resto en bas du bureau et à votre concierge. Donc c'est comme si vous l'aviez dit à tous vos voisins. Et maintenant que vous l'avez même dit à Trésor, vous pouvez nous le dire aussi. En nous déclarant votre départ à la retraite, vous pouvez ajuster votre impôt. L'impôt s'adapte à votre vie sur impôt.gouv.fr.
Souvenez-vous à quel point vous aimiez les voitures électriques. Renault Twingo E-Tech 100% électrique, à partir de 100 € par mois. Profitez du bonus écologique jusqu'au 15 décembre. La force des origines. Terre d'Hermès. Ce dimanche, la tirelire du Quintet Plus Option Max peut vous rapporter jusqu'à 1 million d'euros. PMU. L'Or, sans doute le meilleur café du monde. Goûtez aux arômes intenses et raffinés des cafés en grains L'Or. Réduire sa consommation d'énergie, c'est facile à dire, mais je vois pas comment faire. J'ai fait un bac scientifique, moi. Pas un bac, gère ta conso pour chaque radiateur dans ta maison. Avec le service gratuit Mon Pilotage Elec d'Engie, c'est tout de suite plus simple en pilotant vos radiateurs à distance, pièce par pièce. Nos clients Mon Pilotage Elec ont réduit en moyenne de 18% leur consommation d'électricité. J'agis avec Engie. Oui, qu'est-ce que tu fais? Désolé, c'est la nif de ma soeur. Ce week-end, je dois lui faire livrer son cadeau. Ah, ta soeur? Ah non, mais oublie, elle l'aura jamais. Si, avec Colissimo, elle l'aura, c'est super rapide. Ok, vas-y, je vais lui offrir un cadeau aussi, alors. Arrête de chiner ma soeur. Ah, mais je te dis juste qu'on ferait un beau couple, c'est tout. Non, le seul beau couple que tu fais, c'est avec le canapé. Colissimo, une livraison simple et rapide. Tu me donnes son adresse? C'est bon, stop. Grâce à la prime exceptionnelle Peugeot, Paul s'est offert une i208 100% électrique. Avec son design irrésistible et son Peugeot e-cockpit, la i208 a tout pour plaire. Même à un futur beau-père. Jusqu'au 31 décembre, Peugeot booste le bonus écologique de 5 000 à 8 000 € pour tous en offrant 3 000 € de prime exceptionnelle sur sa gamme électrique. Pour que l'électrique profite à tous. Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. Votre programme vous est présenté par le nouveau Ford Transit Custom, la référence de l'utilitaire en mieux. Une belle connexion entre nous. La météo avec SFR élu service client de l'année pour la 2e année consécutive. Votre météo avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Bonjour à tous, une météo agitée pour votre week-end avec de fortes pluies mais aussi du vent, des conditions donc dépressionnaires. On a cette dépression actuellement sur le nord-ouest des îles britanniques qui a d'ailleurs été baptisée Eileen par les Irlandais puisqu'une bonne partie de l'île est actuellement en alerte orange. Et vous voyez donc cette perturbation associée qui est arrivée donc ce samedi matin par l'Atlantique, accompagnée de fortes pluies, des pluies qui ont traversé d'ailleurs toute la moitié nord du territoire, l'Île-de-France mais aussi le nord-est avec 20 à 40 mm de pluie qui sont déjà tombés, accompagné là aussi d'un vent sensible même à l'intérieur des terres. Vous voyez qu'on a de nombreux départements placés en vigilance jaune pour vent violent et le département du Puy-de-Dôme est en vigilance orange avec des rafales de vent qui peuvent atteindre cet après-midi 110 km/h sur le relief et qui pourraient déborder sur Clermont-Ferrand plus tôt en soirée. Pour donc demain, on va retrouver cette perturbation vraiment sur l'est entre l'Alsace, la Lorraine en descendant vers les Alpes et déjà l'arrivée d'une nouvelle par l'Atlantique qui va gagner un petit peu de terrain dans l'après-midi, qu'on va retrouver de l'Aquitaine vers l'Occitanie avec de fortes pluies sur cette zone. En remontant donc vers le Nord-Pas-de-Calais, partout ailleurs, le ciel sera globalement bien nuageux. Ce sera un peu plus sec, vous le voyez sur la Corse, mais avec pas mal de vent en Méditerranée. Et cette perturbation est accompagnée de douceur avec 9 à Paris, 11 degrés attendus du côté de Biarritz. Et puis dans l'après-midi, des valeurs comprises entre 9 et 21 degrés. 21 degrés d'ailleurs attendus du côté de Biarritz puisque c'est un vent de sud qui va se réchauffer en passant par-dessus les Pyrénées par effet de compression. C'est ce qu'on appelle l'effet de fön, donc avec des températures même partout ailleurs globalement bien au-dessus des valeurs de saison. Une belle connexion entre nous. C'était la météo avec SFR, élu service client de l'année pour la 2e année consécutive.
C'était votre météo avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. 16h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Dans l'après-midi info, à la une aujourd'hui, il n'avait que 17 ans, il est mort lors d'une vente d'un survêtement à Valenton dans le Val-de-Marne. Un adolescent a été poignardé par un autre jeune venu en bande pour voler le vêtement et un autre a été blessé. La justice écarte pour le moment la piste d'une rixe. Un mineur est en tout cas en garde à vue et d'autres individus sont toujours en fuite. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, tient les États-Unis pour responsables de l'effusion de sang à Gaza. Ce sont ses mots alors que les Américains ont mis leur veto à une résolution de l'ONU pour un appel à un cessez-le-feu à Gaza. Sur place, la situation humanitaire continue de se dégrader. La COP28 à Dubaï n'est-elle qu'une mascarade? Le secrétaire général des pays exportateurs de pétrole a demandé à ses membres de refuser tout accord qui ciblait les énergies fossiles. Elles sont pourtant responsables de l'essentiel du réchauffement climatique. Nous étions avec Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, en direct de Dubaï. Elle s'est indignée sur notre antenne de cette demande. Mais tout d'abord à la une, cette vente entre particuliers qui a viré au drame. Un adolescent de 17 ans est mort poignardé à Valenton dans le Val-de-Marne, là où il s'est rendu et où il a été agressé par des personnes qui ont tenté de lui voler le survêtement objet de la vente. L'un de ses accompagnants a également été blessé et un jeune homme est placé en garde à vue. Bastien Cochet, Igor Saïri et Baptiste Keïta. C'est ici, dans ce jardin au bas de ces immeubles d'un quartier populaire de Valenton, qu'un jeune homme de 17 ans a rendez-vous hier soir. Il doit y remettre en main propre un bas de survêtement qu'il a vendu sur une plateforme en ligne. Pour cette transaction, il vient accompagné de son cousin et de 2 amis. Arrivés sur place, entre 5 et 6 individus font alors irruption et tentent de voler le jogging. Lors de l'altercation, l'un des agresseurs sort un couteau et porte un coup à la cuisse de la victime au niveau de l'artère fémorale. Les individus prennent la fuite avec le vêtement volé. La victime, elle, succombe à ses blessures, malgré un massage cardiaque prodigué par les secours. Son cousin a lui aussi été touché à la cuisse lors de la rixe. Il a réussi à s'échapper, ce n'a pas été le cas de son cousin. Il a subi des lésions, mais qui n'ont pas engagé son pronostic vital. Il s'est de suite rendu à l'hôpital pour faire soigner ses blessures. Une enquête pour homicide a été ouverte par le parquet de Créteil et confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. Un mineur a d'ores et déjà été placé en garde à vue hier soir. Qui était la jeune victime de cette altercation? Le maire de la commune de Valenton nous donne quelques détails sur l'adolescent et le contexte de son décès. Il s'agit d'un jeune qui est d'une ville du Val-de-Marne qui s'est rendu à Valenton dans l'idée de vendre un survêtement, en tout cas un vêtement, et ils se retrouvaient dans une situation, d'ailleurs ils étaient aussi venus, je crois, ou 3 ou 4, je ne sais pas comment ils étaient, ce jeune avec son cousin et peut-être des amis, mais en tous les cas, suite à cette altercation que l'arme blanche a été effectivement utilisée et il a succombé à ses blessures. Dans l'actualité judiciaire, le procès de Monique Olivier, l'ancienne compagne du tueur en série Michel Fourniret, se poursuit après 2 semaines d'audition aux assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans les meurtres de 3 jeunes filles. Reprise des auditions ce lundi. Et dès ce soir, BFM TV vous propose un document long format, Monique Olivier, la diabolique. Un retour sur les moments forts de ce jugement à voir donc ce soir à 20h50. Les journalistes Michel Finesse et Thibaut Chevillard sont revenus sur notre antenne sur le sinistre rôle joué par Monique Olivier et les principales révélations de ses premières semaines de procès. On a un couple criminel. On a quelqu'un qui permet le passage à l'acte de Fourniret. Lui-même l'a dit. Sans elle, il serait peut-être pas devenu ce qu'il est devenu. Elle est là au niveau de la préparation. Elle est là pour faire monter les victimes dans la voiture. Elle est là au moment des viols pour l'aider à violer quand il n'y arrive pas. Elle est là au moment des meurtres, parfois au moment de l'ensevelissement des corps. Donc elle est à toutes les étapes de la procédure. Moi, une des sources que j'ai eues pour mon livre m'a dit qu'elle pouvait jouer d'égal à égal avec Fourniret. C'est clair. Elle est assez impassible dans le box. Elle ne réagit pas du tout lorsque les témoins défilent, lorsque les familles des victimes viennent à la barre pour parler de leurs proches qui sont disparus. Elle reste, elle les fixe, mais finalement, comme elle ne s'exprime pas, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête.
À l'étranger, dernière ligne droite pour la COP28 à Dubaï et cette tache d'huile sur la conférence climatique des Nations Unies, puisque l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a demandé à ses membres, dont les Émirats arabes unis, qui président donc ce rendez-vous, de rejeter tout accord qui mettrait en péril les énergies fossiles. Les détails dans ce reportage de Milan Argelas. À 3 jours de la fin de la COP28, l'OPEP rédit sa position. Dans un courrier daté de mercredi, le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole exhorte ses 23 pays membres à rejeter les textes qui cibleraient les énergies fossiles. Il semble que la pression excessive et disproportionnée exercée sur les combustibles fossiles pourrait atteindre un point de basculement aux conséquences irréversibles. Il serait inacceptable que des campagnes aux motivations politiques mettent en danger la prospérité et l'avenir de nos peuples. Indignation à Dubaï. Les délégations opposées aux énergies fossiles se succèdent à la tribune ce samedi. L'Espagne fustige un courrier répugnant de l'OPEP. L'Union européenne martèle sa position. Je veux que cette COP marque le début de la fin pour les énergies fossiles. Ce ne sont pas que des mots. C'est ce que la science exige et ce que nos enfants méritent. En dépit de la polémique, l'OPEP justifie le courrier envoyé à ses 23 pays membres. Il n'existe pas de solution ou de voie unique pour parvenir à un avenir énergétique durable. Nous avons besoin d'approches réalistes pour lutter contre les émissions, des approches qui permettent la croissance économique, contribuent à l'éradication de la pauvreté et renforcent la résilience en même temps. Parmi les pays membres destinataires de ce courrier envoyé par l'OPEP figurent les Émirats arabes unis. Le 21 novembre dernier, le sultan Al-Jaber, président émirati de la COP28, estimait que sortir des énergies fossiles pourrait, je cite, ramener l'humanité à l'âge des cavernes. L'OPEP donc qui demande à ses membres de refuser tout accord ciblant les énergies fossiles. On en parle avec notre invitée Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de la Transition énergétique. Vous êtes en direct de Dubaï. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'être avec nous. Vous vous êtes dite stupéfaite et en colère après les déclarations de l'OPEP. Expliquez-nous pourquoi. Oui, ça a été très bien montré par votre reportage. Les émissions de CO2, elles sont causées à 75% par les énergies fossiles. Donc si on veut sérieusement réduire les émissions de CO2 qui causent le dérèglement climatique, il va falloir diminuer notre utilisation d'énergie fossile. C'est aussi simple que cela, c'est ce que nous dit la science. Et aujourd'hui, nous tenons dans cette discussion de la COP28 une occasion unique d'avoir enfin, parce que ça n'y figure toujours pas, d'avoir enfin un accord sur la façon dont on sort progressivement des énergies fossiles. Donc heureusement, le secrétaire général de l'OPEP n'est pas dans la salle de négociation, mais moi je le dis très clairement à la présidence émirati, il ne faut pas se laisser impressionner par cette prise de position. Nous devons absolument avancer sur cette question des énergies fossiles. Elle n'est pas facile, mais elle est essentielle si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Oui, parce que ce que reproche le secrétaire général de l'OPEP, c'est une pression excessive, dit-il, disproportionnée sur les combustibles fossiles qui pourra avoir des conséquences irréversibles. Par ailleurs, dans son courrier, il continue en disant que les membres de l'OPEP prennent au sérieux le changement climatique. On a du mal à comprendre vraiment comment avec cette décision. Et il dénonce également des campagnes aux motivations politiques, dit-il, qui mettent en danger la prospérité de nos peuples. C'est ça, on touche au portefeuille en fait de ces pays. Et je crois qu'il faut être clair, il faut rester attaché à ce que nous dit la science. La science, elle nous dit 75% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux fossiles. Et nous nous imposons, nous, pays européens, d'organiser la diminution de notre consommation de fossiles. Tout le monde fait des efforts. Et d'ailleurs, ces efforts ne sont pas nécessairement que négatifs, puisque derrière, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place des filières de renouvelables, de travailler à la chasse au gaspillage de l'énergie. Et on voit que progressivement, on y arrive et que ce sont aussi des emplois, que ce sont aussi des industries. Donc la meilleure façon, finalement, si on veut arriver à la neutralité carbone, c'est bien d'organiser la sortie des énergies fossiles, de le faire de manière complète, de le faire le plus tôt possible, parce que c'est précisément ça qui évitera d'avoir un impact fort sur nos populations, sur leur pouvoir d'achat et sur nos industries. Quelles conséquences pourrait avoir un tel rejet de toute décision contre les énergies fossiles, Madame la Ministre ? Alors, aujourd'hui, aucune décision de la COP
des COP précédentes ne sont allés jusqu'à un accord de sortie des énergies fossiles. Donc, notre ambition, c'est d'aller toujours plus loin d'une COP sur l'autre. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir une décision qui parlerait de l'ensemble des énergies fossiles et qui dirait qu'il faut s'organiser pour diminuer notre consommation et en sortir, serait un très grand succès. C'est plutôt comme ça qu'il faut regarder le sujet. Mais nous avions un grand espoir dans cette COP28. C'est une COP qui fait le bilan de tout ce qui a été fait depuis la COP21, la COP qui a débouché sur les accords de Paris en 2015. Cette COP, pour nous, elle est importante et elle est l'occasion d'ajouter cette ambition au moment où le dérèglement climatique s'avère encore plus fort que ce qu'on imaginait initialement. Donc, il est urgent d'agir, c'est notre responsabilité politique. Les Européens prendront leurs responsabilités et effectivement, il est vrai que nous mettons de la pression politique, mais nous le faisons pour nos populations, nous le faisons pour nos industries, nous le faisons aussi pour organiser enfin ce qui est nécessaire si on veut arriver à la neutralité carbone et surtout si on ne veut pas augmenter de plus d'1,5 degré le réchauffement climatique. Vous parlez de faire ce qu'il est nécessaire et de le faire le plus rapidement possible de COP en COP, mais pour autant vous dites qu'il n'y aura pas de solution concrète faite pour arrêter ces émissions fossiles à l'issue de cette COP 28. Alors qu'est-ce qui va figurer dans l'accord? Pas du tout ça. Nous avons encore plusieurs jours de négociations et je pense même que cette manifestation assez inédite d'une organisation qui effectivement est autour de la production de pétrole montre bien qu'il est possible d'arriver à un accord et que la pression est de monter. Mais un accord sur quoi exactement? Elle montre bien que le sujet des énergies fossiles est aujourd'hui dans la pièce. Il n'a jamais été autant dans la pièce que pour cette COP. Également de ce samedi, Paris, Strasbourg, Montpellier, l'association France-Palestine Solidarité ainsi que d'autres associations, syndicats et organisations politiques organisent plusieurs manifestations un peu partout en France. Mot d'ordre, obtenir notamment un cessez-le-feu immédiat et une levée du blocus à Gaza. Et à Marseille, le rassemblement organisé Porte d'Aix par le collectif Urgence Palestine a été autorisé par le tribunal administratif après avoir été un temps interdit, tout d'abord par la préfecture en raison, je cite, d'un risque réel d'affrontement entre sympathisants et opposants à la cause palestinienne, et notamment en faisant référence à l'intifada de 1987 qui a démarré il y a 36 ans, jour pour jour, un 9 décembre. Ce qui nous mène au conflit qui oppose Israël et le Hamas au Proche-Orient. Israël continue de bombarder aujourd'hui la bande de Gaza du nord au sud et accentue sa campagne militaire contre le Hamas. Pour Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, les États-Unis, je cite, sont responsables de l'effusion de sang à Gaza. En cause, selon le président de l'autorité palestinienne, le veto des États-Unis à une résolution de l'ONU appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, rapidement condamné par les organisations humanitaires. Justement, nous sommes en direct avec Isabelle Defourny. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de MSF, Médecins sans frontières. Une réaction à ce veto des Américains sur cette résolution de l'ONU donc pour appeler à un cessez-le-feu? En mettant leur veto à la résolution du Conseil de sécurité, les États-Unis ont choisi de soutenir la poursuite du massacre en cours. Ils se rendent complices de ce carnage. Ils continuent à soutenir politiquement et financièrement Israël, qui, lui, poursuit ses opérations sans se soucier d'épargner la population civile de Gaza. Ce sont des mots très forts que vous employez, un complice. Vous dites que les États-Unis sont complices du massacre sur Gaza. Quelle est concrètement la situation humanitaire que vous connaissez à l'heure actuelle sur place ? Oui, j'emploie ces mots car la situation est plus désespérée que jamais. Les bombardements intenses continuent. Nous avons des équipes nationales et internationales sur place. Elles travaillent dans l'hôpital d'Al-Aqsa qui est dans la zone du centre où elles reçoivent afflux de blessés sur afflux de blessés. Malheureusement, nous avons dû quitter l'hôpital de Nasser qui lui est situé dans le sud, près de Khan Younis. Nos équipes témoignent que l'ensemble des blessés qu'ils reçoivent à l'hôpital sont victimes des bombardements israéliens. Ils souffrent de traumatismes multiples, d'écrasements, de membres arrachés, de brûlures également. Et ce qu'il faut noter, c'est que 25% de ces blessés sont des enfants de moins de 12 ans, 50% ont moins de 18 ans. Et c'est unique d'avoir autant d'enfants victimes de guerre dans un conflit.
Nous avions envoyé tout à l'heure d'ailleurs un sujet sur des enfants amputés à Khan Younes. Est-ce que vous savez combien d'hôpitaux restent opérationnels aujourd'hui dans la bande de Gaza ? Il semble qu'il y ait 2 hôpitaux dans le nord qui sont encore fonctionnels mais qui ne disposent plus de possibilité de faire de la chirurgie et je dirais entre 6 et 8 hôpitaux dans le sud. La situation est que l'ensemble des acteurs de l'aide, des acteurs médicaux et de la population sont poussés par les bombardements dans des zones de plus en plus étroites. Nous, notre équipe qui est à l'hôpital de Nasser a dû rejoindre Rafah, où on espère pouvoir recommencer à travailler sous peu. La situation de la population... Quels sont les besoins les plus urgents justement dans ces hôpitaux qui sont visés par ces attaques et pour vous aussi, pour vos équipes à Médecins sans frontières? Mais le besoin le plus urgent, le plus gros problème, c'est le manque de lits. Les hôpitaux sont saturés de patients et les morgues sont aussi saturées de morts. Certains jours, nous avons reçu plus de morts que de blessés à l'hôpital. Alors la situation des déplacés est aussi extrêmement critique. De plus en plus de personnes doivent quitter leur habitation sans très bien savoir où aller. Elles sont terrorisées et aujourd'hui, alors certaines personnes arrivent à trouver encore des abris très précaires, mais d'autres sont à la rue, sous la pluie et la faim se fait sentir. Aujourd'hui, c'est environ un tiers de la population du sud de Gaza et la moitié de la population du nord qui dit souffrir de niveaux de faim sévères. En pratique, ça veut dire qu'ils peuvent passer 24 heures sans manger. Et là aussi, les enfants sont les plus susceptibles à la faim, vont être les premières victimes de la faim, malnutrition. Ils vont devenir très vulnérables aux épidémies, aux maladies infectieuses, alors que c'est l'ensemble du système de santé aujourd'hui qui est à terre à Gaza. Merci beaucoup Isabelle Defourny d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de Médecins sans frontières. L'actualité également de ce samedi, le monde du béton et le cimentier Lafarge-Holcim dans le viseur des soulèvements de la terre pour la pollution générée par son activité et les affaires judiciaires dans lesquelles le groupe est mis en cause. Sur l'A69 qui doit relier Toulouse à Castres, des manifestants sont rassemblés, vous le voyez, à Saint-Germain-des-Prés dans le Tarn pour dire non au projet autoroutier qu'ils jugent inutile car doublerait selon eux une route déjà existantes. Des manifestations également qui interviennent dans le cadre d'une vingtaine d'autres aujourd'hui un peu partout en France, comme ici, vous le voyez, à Saint-Barthélemy d'Anjou, on va revoir ces images, ou dans le Maine-et-Loire, tout près d'Angers, voilà, avec cette protestation d'une 60aine de personnes, au plus fort ce matin, devant un site du géant du béton Lafarge. Manifestation également à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille. En tout cas, ce sont 5 jours d'action qui débutent aujourd'hui pour dénoncer, je cite, une artificialisation des terres, l'extension des carrières ou encore la pollution de l'air et de l'eau générée par ces activités de cimenterie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de l'après-midi info week-end dans un instant. C'est Léopold Debert pour BFM Story Week-end. Très bonne fin de journée à tous sur BFM TV. Bonne fin de journée.